podcast saison 1. Merci de l'invitation. Moi aussi, je suis contente. Oui, comment tu te sens d'être là pour la première fois un podcast? C'est la première fois dans un podcast, mais je trouve ça le fun de pouvoir venir ici, de l'invitation aussi. On s'est découvert un peu comme de façon imprévue. Là. En fait, c'est ta sœur qui t'a parlé de moi, si je me souviens bien. Oui, dans le fond, elle t'avait vu au cours d'une exposition là, de ton entreprise que tu vas nous parler prochainement. Oui. Mais en fait, je vais te laisser te présenter par toi-même pour les gens qui ne te connaissent pas. Fait qu'un petit peu nous dire d'où est-ce que tu viens, t'es qui présentement, les rôles, les chapeaux que tu portes, puis ensuite les raisons, en fait, pourquoi tu as accepté l'invitation de venir à Handicaché Podcast. OK, fait qu'il y a du stock. Oui, c'est bon. Toute une introduction, mais oui. Mais si jamais tu as des questions pendant que je m'introduis, n'hésite pas, parce qu'avec ta question, je pense que je pourrais partir pour un bout. Oui, là. c'est sûr. Fait que, dans le fond, mon nom, c'est Stéphanie Boisvert. Dans la vie, au quotidien, mon emploi, c'est être psychologue. Par contre, le soir, quand les enfants sont couchés, j'ai un autre chapeau, celui d'entrepreneur. Donc, j'ai des entreprises aussi, 2 en fait. Il y en a une qui s'appelle Psychopine, c'est des illustrations, surtout en lien avec la santé mentale, mais des fois aussi pour le plaisir. Ouais. Puis j'ai aussi une entreprise de semences de fleurs et de légumes avec ma sœur. Ça s'appelle Les Parsemés. On veut rendre le jardinage accessible. Donc, on fait uniquement des semences qu'on peut parsemer. Donc, ça, c'est mes rôles comme professionnels, je dirais, puis aussi hobby. Dans la vie, je me considère aussi comme une amie, comme une conjointe, comme une maman. J'ai 2 jeunes enfants, ils ont 3 et 5 ans. Wow. Donc, ça, ce serait ça, je dirais, pour l'introduction. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, qu'est-ce que tu viens mettre en lumière aujourd'hui qui te rend peut-être changé dans ta vie, qui te rend authentique, puis qui t'a apporté un tout autre angle, je pense, sur tes projets, l'avenir. Exactement. Puis, donc, le chapeau que je me colle pas d'emblée, clairement. Celui de quelqu'un qui vit avec le Parkinson précoce. Oui, c'est ça. Fait que finalement, j'ai reçu mon diagnostic, j'avais 32 ans. 32 ans? 32 ans, oui. J'ai commencé à avoir des symptômes, j'avais 29 ans, puis je savais pas que c'était ça. C'était pendant ma première grossesse que j'ai eu des symptômes. Et c'était quoi les premiers symptômes que tu as ressentis? Mais les premiers symptômes que j'ai ressentis, c'était en rétrospective, je savais pas du tout que c'était ça, mais je montais les marches dans le métro. Moi, je viens de Montréal, en fait. Okay. Puis dans le métro, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches à monter et à descendre, mais à un certain moment, c'est comme si ma jambe gauche, elle suivait pas le rythme là, de monter. C'est comme si elle ne coordonnait plus, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est comme si la commande ne se rendait pas. Là, aujourd'hui, je sais que ça s'appelle du freezing dans le Parkinson. C'est un symptôme, mais que j'ai pas eu par après. En fait, j'ai eu ce symptôme-là 2 fois. Mais c'était assez bizarre pour que j'en parle à mon conjoint. Je faisais comme, c'est tellement bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, pas de là à aller chez le médecin. Okay. Fait que après ça, j'ai eu des raideurs pendant ma grossesse, mais tu sais, une femme enceinte qui a des raideurs dans le dos, tu sais, c'est pas si rare que ça, là. C'est tous des symptômes qui peuvent être pris à part, mettons, de la situation. C'est ça. Fait que là, j'ai été traitée en acupuncture à ce moment-là. Ça l'a beaucoup aidé. J'ai accouché. Ensuite de ça, c'était assez traumatisant, mon accouchement. Là, ça, c'est comme... mais il faut quand même le mettre en contexte que ça faisait 10 ans que j'étais avec mon chum. Ça faisait longtemps qu'on voulait des enfants. C'était une belle grossesse, somme toute. J'étais heureuse de cet enfant-là qui était né. Mais à la naissance, il y a eu des défis. Puis les infirmières, ils nous ont dit, écoute, on a eu vraiment peur pour toi. Donc, tu sais, je suis comme dans ce contexte-là. Puis là, je me barre le dos 14 jours après avoir accouché. Et là, dans le fond, je capote parce que, tu sais, je voulais juste être dans mon rôle de maman. À ce moment-là, c'est le chapeau qui m'intéressait le plus. Mais finalement, je ne savais pas, mais c'était comme quand même le début de beaucoup plus de symptômes, tu sais. Le dos barré, le dos raide, finalement. Tout ça, c'était-tu par rapport à l'accouchement ou c'était vraiment... C'est probablement plus le Parkinson qui générait beaucoup de raideur, tu sais. Oh, mon Dieu. Oui, c'est ça, parce que c'était tout le temps du même côté, le côté gauche. OK. Fait que finalement, j'ai fait tout ce que l'ostéopathe me recommandait. Puis l'ostéopathe, elle me dit, écoute, Stéphanie, c'est pas normal que tu sois aussi raide que ça, puis que tu restes aussi raide, tu sais. Okay. Il doit y avoir quelque chose que tu fais. Fait que finalement, la pandémie a fait que le suivi a cessé au moment où elle se sentait un peu épuisante, puis moi aussi. Mais en tout cas, fait que finalement, quelques mois plus tard, 22 mois plus tard, je tombe enceinte de ma 2e. Et là, les symptômes sont exponentiels. Là, 2 semaines après être tombée enceinte, je coupais les carottes. Puis mon chum, il me dit, t'es un peu lente quand tu coupes les carottes. Fait que là, au début, je dis, ben, tu peux les couper. Tu peux les couper toi-même. C'est ça. Tu peux les couper tout seul, si t'es pas satisfait de la vitesse. Mais finalement, il dit, non, pour vrai, Steph, comme t'es comme
c'est vraiment lent, là. C'était son inquiétude, dans le Oui, fond, il était comme vraiment inquiet, puis Ouais. avec raison. Puis, fait que là, on se met à regarder ça, tu sais, puis je suis comme, ah, c'est vrai, puis j'arrive pas à aller plus vite. Tu sais, comme j'essaie d'aller plus vite, puis j'y arrive pas. Puis là, il me disait, tu trembles aussi, Steph? Fait que là, on est comme, ah, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'on se met à explorer mon corps pour réaliser que c'était vraiment juste d'un côté. Je tremblais comme en bougeant, c'était comme un tremblement d'action. OK. Fait que c'était ça. Mais j'en parle à mon ostéopathe, puisqu'en tombant enceinte, je me suis dit, moi, direct en partant, je vois un ostéopathe. Cette fois-ci, je me barre pas le dos, tu sais. Ouais. Fait que je voyais déjà un ostéopathe. Puis je lui en parle, elle dit, non, faut aller chez le médecin. Ça, c'est comme, c'est pas un symptôme typique, là. OK. Fait que là, mais à ce moment-là, je faisais un post-doctorat en psychologie. Oh là là. Oui, je donnais ma première charge de cours, puis je venais d'être refusée à une subvention quand même importante, qui allait avoir des impacts. Fait que je vivais beaucoup de stress, plus la grossesse. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller chez le médecin, elle va juste me dire que c'est du stress au fond. Fait que j'ai pas besoin d'y aller avec quelqu'un, là. OK. Je vais y aller tout seul. Oh non. Fait que je suis allée chez le médecin, finalement, puis le médecin, c'était le médecin que j'adorais, là. C'est plus ma médecin, parce que j'ai déménagé, j'ai changé de ville, là. OK. Mais elle me reçoit, puis finalement, ben dans ses yeux, elle savait, là, comme, elle savait que c'était grave, mais moi aussi, pour vrai, je le savais au fond de moi, parce que Il y avait une petite voix qui voulait pas l'entendre, puis c'est C'est normal ça. parce que on s'entend que oui, c'est ça. c'est un Oui. choc que tu dois avoir ressenti à ce moment-là. Oui, mais tu sais, quand on a vu que c'était juste d'un côté de mon corps, moi, j'avais fait des cours en neuropsychologie, je savais très bien que c'était pas le stress qui faisait ça, là. OK. Mais en même temps, je connais pas tous les troubles neurologiques, là, Ouais. tu sais, fait que je pouvais pas non plus assumer, mais je me disais, hey, ça sonne comme un trouble neuro, là, quand même. Fait que ma médecin aussi, elle a vu ça, tu sais, fait que finalement, elle a amené sa collègue, puis finalement, les deux, ils m'ont posé des questions, puis ils m'ont demandé de sortir, fallait qu'ils appellent la neurologue d'urgence. Oh. Ouais, fait que là, j'étais là, oh, OK, là, c'est sérieux, puis C'est du pour sérieux. vrai, là, tu sais. Fait que la neurologue d'urgence a dit, ben, c'est pas urgent comme dans 24-48 heures, mais d'ici une semaine ou deux. Fait que ça a comme quand même fait redescendre la pression. Mais à ce moment-là, tu sais, les symptômes, ils n'étaient pas encore super importants, mais ça OK. commençait quand même à s'installer. Donc, mes symptômes, là, au moment de rencontrer le neurologue, bien, il y avait beaucoup de, c'est ça, des tremblements d'action. Finalement, j'avais des pertes d'équilibre qui commençaient à s'installer. Oh. Puis la lenteur des mouvements aussi. Y a-tu un test qu'ils font, tu sais, pour voir que c'est le Parkinson ou c'est vraiment le neurologue par ses observations, par les manifestations, tu sais, qui peut vraiment diagnostiquer le Parkinson, dans le fond? Mais au moment que j'ai vu le neurologue, il m'a dit que cliniquement, on pouvait le savoir. Tu sais, qu'il n'y avait pas à faire des tests chez une personne âgée de façon typique. OK. C'est juste clinique, puis c'était suffisant. Par contre, le neurologue, il m'a dit, là, t'es jeune, t'es enceinte, là, comme on va faire tous les tests, là. OK. C'est tout ce qu'on peut, on va le faire. Par contre, t'es enceinte, donc on peut pas tout faire. On peut faire un IRM qui va permettre de savoir si tu as la sclérose en plaques, si tu as eu un caillot au cerveau. On peut faire des tests sanguins, mais on ne pourra pas faire le scan qui s'appelle le DAT scan, que j'ai fait plus tard, OK. après avoir accouché. Bien, ça, on ne peut pas le faire. Mais au moins, on va écarter le pire. Tu sais, le pire étant comme tu as eu un caillot, tu as fait un petit AVC. Une embolie pulmonaire, Genre, comme, là, là. tu sais, c'est ça, OK. exactement. Fait qu'on a pu faire ces tests-là. Puis un IRM enceinte, je sais pas si tu as déjà vécu ça ou tu as déjà entendu quelqu'un qui a vécu ça, là. Il me semble que oui. Ouais, c'est comme avoir une grenouille qui veut te sortir du ventre. C'est comme une grenouille Ah. dans c'est comme dans un... Mon Dieu, non, j'ai pas entendu ça c'est comme d'abord. dans un chaudron d'eau bouillante, tu sais, comme la grenouille qui voudrait s'enfuir, là, tu sais, Ah. comme, c'est le feeling que j'avais. Puis j'en ai parlé avec une de mes amies qui a fait aussi un IRM, puis elle a dit c'est la même sensation. C'était vraiment horrible, là, comme Ben, voyons. test. Ouais, vraiment. Hein, mais moi, Ouais. j'ai fait un IRM, mais ça m'enceinte, Oui. parce que je soupçonnais une embolie, mais Ah ouais, OK. j'ai pas eu cette sensation-là. Non, pour vrai. du tout. Ah, OK, ben tant mieux, parce que... Mais j'avais jamais entendu parler. Puis tu vois comment OK. que deux personnes peuvent peut-être réagir différemment. Je sais pas Oui. si il y a une méthode différente de faire un IRM, là, Je mais sais pas, mais mon amie, elle, c'est la même chose. Ben tant mieux, pour vrai, que t'as... mon Dieu. Ouais. OK. Mais t'avais-tu mis quelque chose sur la bédaine pour couvrir les bruits, ou... Hey, je m'en rappelle plus. OK. C'est drôle, hein? Ben non, c'est correct. Parce que... J'avais juste hâte que le test finisse, moi. mais c'est quand même un moment marquant, mais tu sais, ça fallait que je le fasse. Ouais. J'avais pas le choix, tu sais. Ouais. Mais le vrai test ultime, c'est la médication. Tu sais. Puis la médication, fallait que j'arrête, ben je sois pas enceinte, puis il fallait pas que j'allaite pour pouvoir... Pourquoi tu dis que c'est un test, dans le fond, la médication? C'est, dans le fond, il verrait, avec la médication, si tu n'aurais plus de symptômes. Oui, c'est ça.
OK, parce que dans le fond, il y a un traitement, Oui. si je comprends, qui existe. Mais le traitement ralentit pas la maladie, il gère juste les symptômes. Mais si on répond au traitement pour gérer les symptômes, OK. bien, on a plus de chances d'être enligné vers ce diagnostic-là. Fait que OK. finalement, il y a les tests comme le DaTscan, Ouais. mais il y a aussi la réponse à la lévocarbe. À la lévocarbe? Lévocarbe, lévodopa, c'est comme c'est une petite pilule jaune. Et je pense qu'ils ont fait un film là-dessus, il s'appelle Miracle Pill. Là, c'est comme ça fait 44 ans, je pense, que ce traitement-là, c'est le même. C'est super efficace. Mais là, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées autour de ça. Fait que finalement, j'ai allaité pendant 9 mois parce que je voulais que ma fille ait la même chance que mon fils de pouvoir avoir le lait de sa maman. Mais ça a été un 9 mois où, comme, c'était la chute, là. C'est là que tes symptômes ont, j'imagine, empiré, puis que t'as pas pu prendre la médication aussi? Non, c'est ça, je pouvais pas la prendre, mes symptômes empiraient, puis dans le fond, j'avais des bleus partout ses jambes, parce que je me cognais partout, finalement. Mais tu sais, je perdais pas l'équilibre, comme avec mon bébé, je me sentais pas en sécurité. Et je me cognais sur les coins de table. Fait que dans le fond, les symptômes du Parkinson, tu sais, moi, je pense juste, quand j'entends Parkinson, au tremblement. Oui. Que je m'identifie beaucoup, là, tu sais, parce qu'il y en a qui me voient trembler à cause de ma maladie. OK. Puis ils me demandent souvent, est-ce que tu as le Parkinson ou quelque chose comme ça. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, j'entends Parkinson, c'est que les tremblements, mais dans le fond, tu peux me dire aussi, un peu m'éclairer, c'est des mouvements involontaires, c'est un manque de coordination qui s'installe? Y a-t-il d'autres choses? Oui, le Parkinson, c'est un trouble des mouvements, là. Fait que, oui, ça peut être, tu sais, ils appellent ça compter le chapelet, là, ce que tu décris, c'est des tremblements, mais qui ont comme que visuellement, on voit là, qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai pas les tremblements de repos, ça s'appelle. J'ai des tremblements d'action, puis ça, c'est dû à mes raideurs, parce que mes muscles sont tellement raides que quand je bouge, ça fait une genre de roue dentelée. Ça fait comme ça, ça. Fait que mais c'est vraiment une question de raideur. Je sais pas si je vais développer les tremblements de repos, là. Ça se peut que non, en fait, parce que c'est pas obligatoire de les avoir pour avoir le Parkinson, ce qui je savais pas du tout non plus. Là. Moi aussi, je pensais Parkinson, je pensais juste au tremblement, là. OK. Puis dans le fond, est-ce que tu le sais si ça peut affecter le niveau langagier à un certain point? Est-ce que tu sais un peu jusqu'où ça peut aller, ces symptômes-là? Ça peut, je pense que oui. Je pense que c'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement d'atteinte cognitive qui va se passer, mais ça peut, tu sais. En fait, on dit qu'il y a autant de Parkinson qu'il y a de personnes, là, tu sais, parce qu'il y a tellement de choses que ça peut avoir comme impact. Ouais. Dans le fond, c'est un manque de dopamine dans la substance noire dans le cerveau. Puis, tu sais, ça, j'imagine que c'est comme creux, ça doit être au cœur de plein d'affaires, là, que je sais pas finalement tout ça, là. Peut-être qu'en fait, quand on commence à développer des symptômes qui sont apparents, ça fait beaucoup d'années là, que le Parkinson s'est installé. Fait que peut-être que j'avais des symptômes avant que je savais même pas que c'était relié à ça. Puis comment, dans le fond, toi, tu as réagi une fois que tu as eu vraiment le diagnostic officiel? Tu sais, comment tu t'es senti, puis comment tu as fait aussi pour un petit peu traverser cette annonce-là? Mais dans le fond, j'ai su ça, c'était en pleine pandémie. J'étais allée au CHUM avec mon chum et mon bébé, que j'allaitais encore. Puis ils m'ont dit, écoute, tu peux pas rentrer avec ton chum et ton bébé. Puis j'ai arrêté ça, là, je m'en vais recevoir la pire nouvelle de ma vie, je le sais, là. Ils sont comme, non, on est désolé, c'est la règle. J'ai arrêté, vous me niaisez. En tout cas, fait que ça, c'est vraiment poche pour ça, mais le neurologue a été tellement gentil, tu sais, il a vraiment été bienveillant, il a pris soin comme ça a été bien fait l'annonce, tu sais, malgré que ce contexte-là était pas super idéal, même loin de ça, mais je suis pas la seule qui a vécu quelque chose comme ça pendant cette période-là, là, clairement pas, mais quand même. Fait que, mais il a été vraiment gentil, tu sais, il m'a expliqué que, bon, ça ressemblait beaucoup à du Parkinson, mais que, dans le fond, il fallait encore donner du temps à ça pour être certain. Donc, puis moi, dans le fond, mais pour moi, c'était le moment de l'annonce. Même si c'était pas officiellement l'annonce, pour moi, ça représente ça. Parce toi, à ce moment-là, tu le savais. Oui, c'est ça. Je savais. Tu sais, j'avais lu plein de... Tu sais, j'avais pas lu énormément. Je suis pas du genre à lire tout, là, parce que je sais à quel point ça impacte la santé mentale. Mais j'avais lu suffisamment pour me dire, ah non, c'est sûr, j'ai le Parkinson. Non, c'est ça. Tu savais. Avec tous les symptômes que tu ressentais, les manifestations, puis tout ça, puis tu te fais annoncer un petit peu ça, tu devais t'en attendre un petit peu, mais c'est sûr que ça devait avoir joué quelque chose en dedans de toi. Tu sais,
confirmé. Mhm. Parce qu'avant ça, j'imagine que tu devais garder un petit peu l'espoir. Oui, j'ai gardé l'espoir. Je gardais beaucoup d'espoir. En fait, même, je me suis dit, si je survis à ça, j'en suis encore parce que ça me fait rire, je me suis dit, si je survis à ça, je vais me faire tatouer puis je vais me marier. Mais maintenant, je veux plus rien faire de tout ça. Oh non! Fait que t'es pas tatouée puis t'es pas mariée. Non. Mais je Ah. m'étais comme fait ces promesses-là ben, je me disais, écoute, à ce moment-là, c'est ça qui faisait du sens pour moi. Ouais. Mais maintenant, ça fait plus le même sens. Mais on dirait que ça m'aidait, comme, je sais pas, à rester accroché à quelque chose, mais visualiser dans un futur positif, je Te pense. donner des objectifs, tu sais, C'est puis ça. te fixer des buts. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, aujourd'hui, comment que ça t'impacte dans ton quotidien, ce diagnostic-là, autant avec tes enfants, avec ton entourage, dans ton entreprise, tu sais, tu dirais comment que le Parkinson a soit impacté ta vie positivement ou peut-être des fois plus difficilement? Comment tu gères tout ça? Mais en fait, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est de voir l'évolution, tu sais, qui se passe. Mais en même temps, j'ai comme un blog aussi sur mon site là, qui parle de ça, comment on devient un peu un expert du deuil là, quand Ouais. on vit une maladie chronique. Là. Fait que je pense que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Fait que, mais au quotidien, à quoi ça ressemble? Ben, dans le fond, je me lève le matin puis j'ai pas de médication dans le corps. Il existe une médication qu'on peut prendre toute la nuit puis quand on se lève, on a encore du médicament dans le corps. Moi, je me lève et j'en ai pas. Donc, ce que ça représente pour moi, c'est que j'ai une jambe raide, là, tu sais, dans le fond, le côté gauche, c'est lui qui est symptomatique encore. Okay. Donc, je marche avec une jambe raide. Faut que je me mette des Crocs, là, parce que je me suis déjà cassé une orteil à cause de ça. Oh non! Ouais, fait que maintenant, je mets mes souliers, comme ça, je peux être sûre que je me casserai pas d'orteil. Puis là, je descends en bas avec les enfants. C'est tout à moi qui se lève parce que j'ai besoin de moins de sommeil maintenant. Okay. Puis là, les enfants, mon gars, il m'a déjà demandé pourquoi je marche comme ça. J'ai dit, maman, elle a le Parkinson, prends des médicaments. Puis après ça, je peux bouger. Puis c'était correct, c'était tout. Fait que ça impacte mon matin, je dirais. Ensuite de ça, quand la médication elle embarque après comme 45 minutes, bien là, je retrouve une genre de normalité, là. OK. Puis, mais ça dépend des jours. Fait que la médication se prend aux 4 heures. Mais des fois, j'en prends aux 2 heures, au besoin. Quand tu as des douleurs, dans le fond, est-ce que tu as des douleurs, Non. premièrement, ou c'est vraiment juste des raideurs qui t'empêchent de faire des mouvements? C'est des raideurs puis de la lenteur. OK. Fait que dans le fond, c'est comme, je voudrais comme faire quelque chose de rapide, mais c'est la sensation, c'est comme d'être dans l'eau. C'est comme, t'imagines que tu veux fouetter des œufs, mais dans l'eau. C'est comme, le mouvement long. est comme... Saccadé. Il y a de la résistance. Fait que ça va ressembler à ça. Fait que, mais tu sais, moi, le matin, je peux bien être lente. Tu sais, j'ai comme pas besoin de brasser rapidement les céréales, mettons. Puis est-ce qu'à la fin de la journée, mettons, ça t'impacte plus au niveau de ton énergie, tu sais, que tu as dépensé à faire les mouvements que d'autres font peut-être plus facilement, rapidement? Je pense que oui, parce que depuis que j'ai mon diagnostic, c'est sûr que là, je m'entraîne, comme j'essaie de m'entraîner 5 fois semaine, c'est la seule façon qu'on peut ralentir la maladie. Pour vrai? Oui, fait que oui, je pense que, je me souviens même plus de ta question, pourquoi je disais ça. Je sais Mais, pas, ok, c'est pas grave. On peut- Oui, c'est ça, on y reviendra. Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que, oui, tu me demandes si ça prenait beaucoup d'énergie. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je m'entraîne 5 fois semaine. Je pense que ça m'a donné de l'énergie. Okay. Mais aussi, je pense que la médication, quand même, que je prends, va me donner de l'énergie, là. OK. Puis peut-être ça m'a fait perdre du poids. J'ai perdu tellement de poids, là, depuis que j'ai eu mon diagnostic, là. À cause de la médication? Je pense que oui, mais l'entraînement aussi, j'imagine. Là. OK. Ouais, je sais pas c'est quoi exactement qui fait ça, mais OK. ouais. OK. Puis dans le fond, autre question. On a parlé un petit peu tantôt, tu étais entrepreneur. Oui. Puis là, dans le fond, dans ton quotidien, est-ce que tu es encore psychologue ou tu te concentres vraiment plus sur... Fait que tu fais les deux encore en même temps? Oui, bien moi, psychologue. Si tu me demandes qu'est-ce que je choisis dans la vie, je choisis psychologue. Wow! Oui. Mais malgré que j'adore mes entreprises, je trouve ça me ressource. J'ai toujours voulu être psychologue. J'adore mes clients, j'aime ça travailler avec eux, j'ai du plaisir au travail. Fait que oui, ça va pas arrêter. Puis je trouve que c'est le plus bel emploi pour avoir le Parkinson. Là. Parce que dans le fond, je suis juste assise, puis tu sais, j'ai des notes de dossier à faire, là, tu sais, avec... T'es en relation aussi avec l'autre dans le vécu partagé. Oui. Fait que, tu sais... Mais, ouais, pas partager, parce que moi, je partage pas tant ce que je vis. En fait, Non, je mais nomme plus pas, dans le moment, mettons. oui, là. c'est ça, exactement. Mais puis d'être en contact avec la résilience des autres, c'est très puissant, je trouve. Ouais. C'est autant, j'ai l'impression que les gens en contact avec ma résilience deviennent plus résilients. Autant, moi, en contact avec mes clients, je les vois évoluer. Je trouve ça tellement beau. Je les trouve forts. Fait que je suis fière d'eux. Fait que on dirait que ça me donne l'énergie, ça aussi. Fait que, mais oui. Comment ta vision de la vie, elle a changé depuis le diagnostic que tu as reçu? Ça m'a complètement transformée.
Ouais. Complètement. Il y a Stéphanie avant, puis il y a Stéphanie après, là. Tu sais, c'est tellement pas pareil, là. Avant, j'existais, tu sais, je faisais mes choses, mais j'existais pas tant que ça, tu sais. Comme une psychologue qui écoute, là, puis qui est derrière tout le temps, puis tu sais, comme vraiment plus l'ambiance introvertie, tu sais, polie, tu sais, la maison propre, ordonnée, tu sais, faut que les choses soient faites d'une façon, mais pas rigide non plus, mais quand même peut-être un peu, tu sais, rigoureuse, je dirais, là. OK. Là, la Stéphanie, maintenant, Elle doit s'écouter. ah ouais, je m'écoute, puis toutes mes interactions sont authentiques. Ouais. Tu sais, j'ai plus de façade, j'ai pas le temps pour ça, je me tente pas du tout de vivre des relations qui sont pas authentiques. Fait que le contact est tout le temps vrai. Ça a beaucoup changé ma pratique aussi à titre de psychologue, là. Ouais, mais c'est ça, comment ça change ta pratique dans ta mission, dans ta façon d'interagir avec l'autre? Mais c'est que, on dirait qu'on est vraiment plus de cœur à cœur, là. Ouais. Tu sais, de comme humain à humain. Fait que les interventions que je faisais avant, je pense qu'ils étaient quand même bonnes, adéquates, mais il manquait, je pense, cette authenticité-là, vraiment réelle. J'étais authentique, je sais pas comment expliquer, mais il y a comme vraiment une couche de plus ou de moins, peut-être, je devrais dire, là. Mais je pense que Ouais. vivre avec une différence, une limitation, fait en sorte qu'on on se ressente encore plus, je pense, sur notre intuition, puis on essaie de comprendre notre propre corps aussi, des fois. Tu sais, il y a des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien, puis on est plus porté à être dans le moment présent le plus possible, puis de considérer, je pense, chaque journée, chaque moment. C'est sûr que c'est pas facile, puis c'est pas à plein temps, mais je pense que ça nous amène à essayer de se centrer sur le positif aussi, puis à vouloir faire une différence, puis en même temps vivre, tu sais, pas intensément, mais tu sais, pleinement, peu importe le contexte, le moment, puis de saisir chaque occasion, tu sais, parce qu'on sait pas c'est quoi demain. Ouais. Oui, mais... tu sais, Oui, mais non. Oui, mais non, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. On me demande souvent, moi, est-ce que tu aurais voulu pas avoir de maladie? Puis je me dis... C'est une dure question, hein? C'est dur à répondre. Tu sais, les moments que, exemple, tu fais vraiment pas, puis que t'es... Oui. T'es à bout de ta vie, là, exemple, hospitalisé ou peu importe les circonstances, c'est là qu'on se dit, je t'aboute. Oui. Mais là, c'est un contexte de circonstances, mais sinon, ça m'a tellement changé. Toi aussi, hein? Ouais, que je comprends complètement ce que tu veux dire. Ouais. Sauf que moi, j'ai une naissance, mettons, mais quand même, ça n'a pas pris du jour au lendemain pour que je fasse un processus là-dedans, là, tu sais, fait que... Je comprends. Quand tu parlais du deuil tantôt, tu sais, puis je pense que j'en ai un petit peu lu aussi, puis tu m'avais parlé un petit peu personnellement, tu sais, le deuil d'une vie en santé, je dirais. Oui, c'est ça. C'est un long processus, c'est une continuité, puis pas savoir ce qu'il va y avoir demain. Tu sais, oui, ça peut être un petit peu anxiogène des fois aussi, la pression du temps, de pas vouloir manquer de temps, mais en même temps, ça nous amène vraiment à travailler sur le moment présent, rester focus, puis je pense choisir les bonnes relations aussi autour de nous. Oui, c'est vrai. C'est comme si l'instant présent devient tellement précieux. Puis mais oui, je suis d'accord, moi aussi, ça m'a fait la même chose. Il y avait quelqu'un qui avait donné l'image d'être comme dans un escalier en colimaçon. C'est comme si on a l'impression des fois de revenir dans le même deuil, tu sais. Pourtant, on a passé au travers de ce symptôme-là. Ouais, OK, mais c'est encore fatigant. Comme des fois, il faut revenir et revenir et revenir. Fait que oui, ça me fascine aussi. Le fait que, tu sais, les gens, quand ils reçoivent, je pense, un diagnostic comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que ça va être que souffrance. Puis finalement, au bout de la ligne, ce que je réalise, c'est que à force de parler avec des gens qui ont vécu des choses comme ça, c'est qu'il finalement, il y a du soleil derrière les nuages. C'est vrai. Puis il y a beaucoup de soleil derrière les nuages. Fait que moi aussi, la question que tu posais, est-ce que je voudrais pas avoir ça? Assurément que je préférais pas avoir ça. Mais ça m'a tellement transformée que je me demande qu'est-ce que ma vie serait si j'avais pas eu ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme une émotion contradictoire, tu sais. Puis... toi, mettons, t'as vécu, c'est quoi être en santé aussi avant? Fait que, tu sais, c'est comme tu peux voir les deux, mais c'est difficile à répondre, tu sais. Oui, c'est ça. Je peux voir les deux, mais même là, on dirait que comme cette réalité-là est tellement plus, tu sais, pas existante, ça n'existe plus, ça.
Bonjour, petit moment d'introduction pour vous parler de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Saviez-vous que la Fondation a accepté notre partenariat pour plusieurs raisons, dont elle a tenu en compte de l'aspect de sensibilisation de notre podcast sur des sujets touchant à la différence ou sur la santé dans sa globalité qui pourrait aider la population dans la gestion de leur santé. En fait, merci à ce partenaire pour sa confiance, son ouverture d'esprit et ses idées innovatrices pour le bien des gens d'ici. Vous pouvez visiter leur site web au www.fondationsantébny.ca pour aller faire un don. Merci et bonne continuité du podcast. Toi, ton soleil que ça t'amène aujourd'hui, c'est quoi? Comment ça a impacté ta créativité? J'ai envie de te demander. Oui, ça, la créativité, c'est vraiment spécial parce que, moi, je savais pas que la médication que je prends, dans certains cas, en fait, il faut dire, elle a un dark side, là, la médication que je prends, elle peut générer des troubles, des comportements, des addictions, des problèmes d'achat aussi, d'achat compulsif. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais il y a le bon côté, le côté ensoleillé, auquel je touche en ce moment, qui est la créativité. Fait que j'étais super créative. On faisait des rénovations chez nous, puis j'avais plein de bonnes idées qui finalement ont vraiment eu des belles répercussions sur notre maison. Mais au-delà de ça, je commençais à aussi dessiner. Puis j'en parle à ma neurologue. C'est-tu normal que je sois autant créative? Parce que j'ai beaucoup d'idées. Elles sont bonnes, je trouve, mes idées, comme plus bonnes que d'habitude. Puis elle me dit, c'est vraiment drôle que ça te fasse ça, parce que oui, ça peut faire ça des fois. Mais avant, tu dessinais pas? Non, je dessinais pas. Non, je dessinais pas du tout. Moi, ça, je le savais pas non plus encore. Non. Je dessinais pas du tout. Fait que, puis non, c'est ça, parce que dans le fond, mon chum, lui, il dessine. Fait que je lui avais donné une tablette graphique, là, il y a comme 4 ans de ça. Mais je l'aime beaucoup. Fait que j'avais acheté la meilleure, tablette graphique. Fait que là, elle marchait pas. Il l'utilisait pas. Elle traînait, elle ramassait la poussière. Je me suis dit, je vais l'essayer, moi, tant qu'à en avoir une. Mais c'est là que j'ai découvert que les traits de crayon, comme il allait tout seul, toutes les combinaisons de couleurs étaient beaucoup plus faciles à faire pour moi. Fait que, comme une vraie scientifique, j'allais lire la littérature scientifique sur le sujet, puis j'ai vu qu'il y avait justement des cas répertoriés avec des artistes qui avaient fait leur plus belle œuvre après leur diagnostic. Mais voyons donc. C'est quoi qui fait en sorte... Est-ce que tu es capable de l'expliquer dans les termes... un petit peu, c'est quoi qui fait en sorte que les couleurs, comment les agencer ensemble, je sais, c'est pas grave si t'as pas les termes, là. Je sais pas, là, je me demande, ça doit être avec la dopamine, là, que je prends, là, parce que dans le fond, c'est de la dopamine, fait que ça joue sur tout le système de récompense, fait qu'il doit y avoir quelque chose, là, où comme ça crée peut-être des nouveaux passages, je sais pas du tout, en fait, là, je raconte n'importe quoi en disant ça, mais c'est ce que ça fait, tu sais. Fait, cool! Dans le fond, c'est à partir de ce moment-là, chez toi, avec la tablette à ton chum, que tu as commencé à penser à créer ton entreprise? Au début, c'était vraiment pas une entreprise. Je dessinais juste pour moi, parce que dans le fond, j'avais tellement d'émotions à traverser, et puis ça me prenait des stratégies, tu sais. Puis j'ai aussi été lire sur les stratégies, comme en maladie chronique, comment prendre soin de sa santé mentale. Fait que là, je me suis dit, je vais juste appliquer la science. Puis ce que ça disait, c'est il faut avoir un réseau social. Il faut aussi avoir pas juste ça comme identité. T'sais, on peut pas juste être le Parkinson. Mais au début, je me sentais comme... C'était que ça qui m'habitait. Mais il fallait que je découvre d'autres identités de moi ou que je permette à ça de prendre un peu son trou, là, un peu par bout. Là, parce que je suis pas que ça. Fait qu'il y avait ça. Puis aussi, parler de ce qu'on vit, c'est important. Pas garder ça pour soi. Puis l'art-thérapie aussi, ça peut être intéressant. Fait que je me suis dit, moi, j'applique tout ça, là. C'est toi qui as décidé de prendre cet art-là pour tout mettre un peu tes émotions là-dedans. C'est ça. Fait que là, je dessinais les fleurs, puis là, je me dis, à quoi ça me fait penser ce mot-là, ou comme qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir. Fait que là, je me dis, la gratitude. Fait que là, mettons, je dessinais comme la gratitude. Peut-être que je peux te le montrer. Oui, tu peux les montrer dans le fond caméra, les montrer aux gens qui peuvent évidemment le voir, parce qu'on est en audio aussi, mais... Tu peux les décrire aussi, si tu veux lire. Dans le fond, la gratitude, c'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on prend le temps de reconnaître et d'apprécier que quelque chose ou quelqu'un nous fait du bien. Cultiver ce sentiment au quotidien favorise l'attention à être dirigée vers ce qui est important pour soi. Elles sont tellement belles. Je les ai toutes vues sur ton site, là, puis
sont vraiment toutes belles. Puis si tu veux juste montrer aussi les autres, prends le temps là, de les montrer. C'est tellement incroyable ce que tu fais. Ça me fait vraiment rire. Ben, pas rire, mais ce que tu viens de dire là, par rapport à avant de faire ton entreprise, tu as dessiné toutes les émotions, justement. Je sais plus en quelle année j'ai commencé à faire ça, mais je suis vraiment affreuse en dessin. C'est vraiment laid ce que je fais. C'est vraiment, là, c'est vraiment pas beau, mais j'ai commencé à dessiner, puis à faire des dessins sur des sujets, à écrire des choses, des fois sans fil, des fois plein de colère. Mais c'est comme ça, moi aussi, que ça m'a aidé à comme tout mettre sur une feuille. Tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin de parler, mais moi, j'ai toujours été du genre à m'isoler, vivre mes choses toute seule. Puis c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé, mais je ferai jamais de l'art comme toi. Là. Ça, toi, c'est incroyable. Là, mais je pensais pas, moi non plus, je pensais comme faire des bonhommes allumettes, là, comme allumettes. Mais pour vrai, parce que j'avais pas le talent, là, pour vrai, là. Fait que je me suis dit, je vais dessiner, mais ça va être n'importe quoi. Surtout que je connaissais même pas le logiciel, tu sais, j'avais pas fait de dessin graphique, là, tu sais, je connaissais rien, il fallait que j'apprenne les bases du logiciel, tout ça, puis je me suis dit, écoute, je me lance, tu sais, fait que, mais c'est ça, fait que je peux montrer à quoi ça ressemble. Fait ça, c'est ma préférée, d'ailleurs. Ta préférée, tu veux-tu la lire? Oh, c'est mon ta préférée? Oui, il faut que exister. Se donner le droit d'exister, c'est reconnaître que notre présence sur cette terre est légitime et précieuse, indépendamment de nos accomplissements, de nos imperfections ou de nos luttes. C'est s'autoriser à occuper de l'espace, à exprimer et à être tel que l'on est, sans chercher à se conformer aux attentes des autres ou à minimiser notre existence pour ne pas déranger. Ce droit d'exister inclut l'acceptation de notre histoire, de nos expériences et de notre choix, en valorisant notre unicité et en revendiquant notre place dans ce monde. Cela signifie également reconnaître notre valeur innée, sans condition, et se libérer des poids qui nous empêchent d'être pleinement soi-même. C'est quoi qui te parle là-dedans? Être pleinement soi-même, s'autoriser à exister, à être soi-même, puis tout dans le fond, les pires épreuves de ma vie, je pense, m'ont rendu quelqu'un de meilleur, dont le diagnostic, la maladie, mais c'est pas des étiquettes que je dois avoir sur moi, ça fait pas moi, je suis pas ça, mais ça m'a aidé à être qui je suis quand même. Oui. Puis c'est ça. C'est de se permettre d'être qui qu'on est réellement. Oui, hein, c'est bon, puis on a le droit d'exister aussi. Ouais. Ben, je suis contente que tu l'as lu. Fait que, ben, c'est ça. Fait que celle-là, puis qui est une série de 3, puis les 2 autres, Vivre et S'aimer, font sens aussi. Ben, je vais peut-être montrer le dessin, là, c'est ça pour les autres. Là. Ouais. Ben, santé mentale, là. Celle-là, à un des kiosques, il y a une fille qui m'a demandé est-ce que je peux me le faire tatouer? Oh, wow! Fait que je trouve ça bien. Ben, c'est vrai, il y en a qui ont des tatous semblables. Qui ressemble à ça, c'est ça. Mais moi, je n'avais pas vu ce dessin-là avant. Ah. Puis Espoir, là, qui est un de mes premiers aussi. Wow! Donc, ben, félicitations pour ça. Merci. Hey, écoute, on est rendu, dans le fond, à la dernière question avant notre moment d'impact. OK. C'est une question, en fait, là, je vais te la poser. Si tu avais un message à partager avec d'autres personnes vivant avec une maladie neurodégénérative, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à poursuivre leurs rêves et à avoir une belle vision de l'avenir? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut se connecter avec la réalité telle qu'elle est. C'est plate, mais c'est ça qu'on vit, tu sais. Puis je pense qu'en se connectant à ça, on peut prendre... La vie va faire plus de sens. Ça va être plus clair de c'est où il faut se diriger. Ouais. Puis je trouve que c'est comme... Au début, on se sent dans une forêt d'ombre, mais il y a tout le temps de la lumière qui peut transpercer. Puis il faut regarder c'est quoi cette lumière-là, puis se diriger vers ça. Même si on ne sait pas trop où on s'en va, il faut suivre la lumière. Puis je pense que c'est ça. C'est à soi de choisir de prendre cette lumière-là aussi, tu sais, puis de la saisir quand on la voit. Exactement. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci on est rendu au moment d'impact. OK. Le moment d'impact, dans le fond, c'est une technique que je partage à tous. Ça n'a pas nécessairement rapport avec toi ou la situation en ce moment, mais c'est une technique qu'on peut utiliser avec plusieurs clientèles. Puis c'est une technique, dans le fond, qui est inspirée par Dany Beaulieu. Dany Beaulieu, elle, je sais pas si tu connais. Oui, j'étais allée à ses conférences à un moment donné, oui, je la connais. Ouais? Mon Dieu, mais moi, je l'adore. Je suis toutes ces techniques qu'elle partage. Puis, fait que j'en partage un petit peu à travers mes podcasts. Okay, c'est cool. Pour donner un outil. Donc, je vais te demander, en fait, de fermer tes yeux. OK. Si tu fermes tes yeux et que tu imagines un oiseau coloré avec un ciel bleu et des fleurs pleines de couleurs vives, qu'est-ce que tu ressens? De la joie. De la beauté aussi, on dirait que je ressens comme un apaisement. Parfait. Puis si tu prends les mêmes images que tu es en train d'imaginer en ce moment,
mais que tu transformes le tout en noir et blanc. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ah, c'est plus vide, hein? C'est beaucoup plus plate. As-tu remarqué à quel point une représentation joyeuse peut passer à monotone en une seule phrase? Hmm. Il en va de même de votre réalité. Elle peut être vue de multiples façons selon les interprétations que vous en faites. Ce qui est formidable, c'est que vous avez le plein pouvoir sur ces pensées. À vous de choisir comment vous voulez voir les événements et les gens que vous rencontrez, dont ceux qui vivent avec des différences. Voilà. J'ai bégayé pas mal, hein? C'est bien correct. Elle dit clairement mieux que moi, mais tu sais, je pense que ça vient remettre un petit peu ce que tu disais à la fin, tu sais, de prendre les lumières qui viennent à soi, d'accepter aussi les moments d'impasse, les moments qu'on se sent moins bien, mais de trouver des moyens, justement, pour passer à travers tout ça, tu sais. Oui. Des fois, ça peut être des phrases aussi, hein, qu'on se répète. Là, moi, je me souviens, je me disais beaucoup, tu sais, demain, tu pourrais te faire frapper par un autobus. C'est comme, pourquoi tu t'inquiètes d'un avenir qui est tellement incertain, on connaît pas. Fait que moi, je me disais beaucoup ça. Fait que c'est vrai, des phrases courtes, des fois, faut trouver sa phrase. Ouais. Exact. Dernière petite question, avant qu'on termine l'émission. C'est une question, en fait, que je demande à tout le monde. Okay. Si tu devais associer un seul mot au terme différence, lequel choisirais-tu pour le compléter et pourquoi? Le mot qui m'est venu, c'est beauté. Oh! Ouais. Wow! Ouais. Okay. Je trouve ça beau, la différence. C'est vrai. Je vais te demander d'écrire ton mot sur un petit ruban ici. OK. Avec ton nom en arrière. Puis moi, je vais le garder en souvenir de toi. Oh! Puis tu vas avoir marqué Andy Caché Podcast. Je vais le garder avec moi dans mes souvenirs. Oh, génial! Donc, merci à tous de notre émission ensemble. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Moi aussi. Merci encore pour l'invitation. J'aurais pris en fait toute la journée pour parler avec toi. T'es fine. Oui, bien vraiment. Puis on va se revoir, c'est certain. Merci. Donc, merci à tous. Bye. Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.